l'exploitation même de ce minerai se fait non seulement au mépris des lois et règlements du droit international, justement qui encadre le fonctionnement des multinationales dans des zones d'habitation, au mépris des lois et règlements de la République du Niger et au mépris de la santé des populations qui vivent de ce côté-là. Et ça n'émeut personne. On va se plaire à faire des documentaires sur la crise en Ukraine. On va nous expliquer comment les Occidentaux meurent là-bas, comment des Ukrainiens sont tués. Mais on refuse de dire qu'en Afrique, des Africains depuis plus de 50 ans, parce qu'il faut rappeler que cette mine existe depuis plus de 50 ans, les Africains croupissent dans une misère, dans une criminalité à nul autre pareil, bien entretenue par les multinationales, bien entretenue par la France, bien entretenue par les réseaux de la France-Afrique en Afrique. Et ça ne dérange personne. À côté de ça, vous avez également la destruction du patrimoine ancestral. Parce que il faut rappeler que dans ce côté-là, précisément dans le village de Teguida à Msoutossou, pour ceux qui maîtrisent un peu la région, vous avez une piscine d'évaporation d'eau salée. C'est-à-dire que c'est une technique ancestrale de prélèvement du sel, mais qui ne se fait pas à base d'eau, parce que nous sommes dans une région désertique. C'est une technique millénaire, c'est-à-dire que les populations de là-bas, justement, travaillent ou alors utilisent cette technique depuis bien des milliers d'années pour justement explorer le sel, explorer le sel de cette région-là. Et cette technique d'exploration, cette technique d'évaporation salée se fait à base de l'argile, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de l'eau, parce que vous savez que dans les zones d'extraction ou d'exploration du sel, c'est à base de l'eau qu'on se sert. Mais cette technique millénaire du fait de la région désertique se fait à base de l'argile, c'est-à-dire qu'ils ont monté un système industriel qui se fait à base d'argile, qui permet justement d'extraire le sel à partir d'une technique d'évaporation. Mais l'argile aujourd'hui qui est utilisée pour faire pratiquer cette évaporation-là et prélever le sel, c'est une argile radioactive. Et ce même sel est vendu aux populations riveraines, aux populations qui viennent, parce que les populations quittent de Niamey, aillent dans ces régions-là acheter ce sel. Donc l'exploitation, alors l'exploration s'est faite à base d'argile radioactive, reviennent à Niamey pour le vendre. Imaginez la chaîne de contamination. C'est-à-dire que je prends cet élément pour que vous compreniez. À partir du sel, c'est-à-dire que le sel qui est produit dans ces régions-là, qui est consommé dans tout le Niger et peut-être même dans la sous-région, utilisé ou alors est fabriqué grâce à de l'argile radioactive, c'est-à-dire de l'argile contaminée. Et ce sel qui est radioactif est utilisé dans les ménages ivoiriens. On a bien envie de se demander, est-ce que le ministre de la Santé nigérien s'est plus ou alors même s'est autorisé le droit même d'aller enquêter là-bas pour comprendre ce qui ne va pas. Je vous laisse imaginer la conséquence sanitaire, non pas seulement dans les habitants de la région, parce que si aujourd'hui on veut circonscrire le problème aux populations qui vivent dans cette région-là, c'est oublier tout le mal que vit le peuple nigérien et peut-être même la sous-région Afrique centrale. Parce qu'il faut dire que... Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, merci. Donc, vous avez également de ce côté-là ce qu'on a appelé le festival de la queue salée. C'est-à-dire que généralement, c'est comme un symbole de rassemblement qui se fait de ce côté-là. Vous avez comme point de départ la ville d'Imgal, qui n'est pas très proche des régions des mines, où chaque année, pendant pratiquement 3 jours, vous avez un événement annuel qui réunit les éleveurs Peul et Touareg, justement, qui en ont fait un festival là-bas qu'on appelait le festival de la queue salée. Et depuis seulement l'arrivée d'Orano de ce côté-là, c'est un festival qui a mal à partir parce que, au-delà du fait que tout ce qu'il y avait comme zone agro-pastorale se retrouve aujourd'hui contaminé, vous avez également les sites, parce qu'il y a beaucoup de sites artistiques de ce côté-là. Ces sites artistiques aujourd'hui sont menacés du fait de la progression de la production industrielle d'Orano qui ne fait qu'au fur et à mesure détruire le patrimoine culturel du peuple nigérien. Et ça ne dérange pas le ministère des Arts et de la Culture. Voilà la réalité que vive le peuple nigérien. Et malheureusement, récemment, lors de la COP21, vous avez eu des Français, principalement des spécialistes du droit international, des spécialistes des questions environnementales, des spécialistes des questions de santé, qui sont venus lors de la COP21 démontrer aux yeux du monde que l'uranium était un produit clair, c'est-à-dire que ça ne nuit pas à la santé. Je crois que dans le document, on vous l'a dit, qu'en France, selon les rapports d'Orano, aucune population de cette localité ne souffre de problèmes dus à cette radioactivité. Mais dans le documentaire, dans la salle, tout le monde a levé le doigt que nous tous ici, là, nous avons... Eux-mêmes, ils ont pris un appareil, d'ailleurs. Nous tous ici, nous avons la même pathologie. C'est-à-dire qu'on tue un peuple,
on empêche le monde, même pas la communauté africaine, parce que c'est ça même le drame. La communauté africaine même ne dit pas mot, l'Union africaine ne dit pas mot. La sous-région, la CEDEAO qui se plaît aujourd'hui à attaquer le Mali, à détruire le peuple malien, ne dit pas mot face à ce génocide que subit le peuple nigérien. Mais on les demande bien, mais est-ce que ces gens-là sont conscients? Prenez même l'itinéraire qu'utilise la structure, la société Oreno pour aller dans ces régions-là exploiter l'uranium. Mais c'est d'une calamité. La route qui quitte Niamey pour se rendre à Agadez, à 240 km, précisément dans ces régions-là, mais elle est impraticable. La route de mon village est de loin meilleure que cette. C'est-à-dire que vous tuez un pays, vous tuez l'économie de ce pays-là, vous êtes incapable, parce qu'il faut rappeler également que dans le contrat de concession et d'exploitation de ces régions-là, il est spécifié clairement que les voies d'accès qui mènent aux zones de production doivent être des routes bitumées, ce qui n'a déjà pas été respecté. Le contrat spécifie également que la structure qui, Oreno justement, qui travaille dans ces régions-là, doivent s'arranger à créer des conditions de vie dans cette localité. C'est-à-dire qu'on doit avoir des écoles, on doit avoir des hôpitaux, on doit avoir des supermarchés. C'est-à-dire qu'on doit ressentir une ville dans ce côté-là. Mais malheureusement, prenez les images. On venait de vous montrer un village. Regardez à quoi ressemble un village qui se situe dans une zone où on brasse des milliards par an. Des milliards par an. Regardez le village. Il n'y a pas d'école. Les écoles sont en paille. Les populations manquent d'eau. Les habitations sont radioactives. Vous n'avez pas de quoi manger. Les routes même d'accès n'existent pas. Mais c'est un crime contre l'humanité. Sous les yeux de tout le monde, de tous les Africains, l'Union africaine, la CEDEAO, personne ne dit mot. Le président nigérien même ne s'est jamais posé la question. Les institutions nigériennes, le ministère de la Santé doit se sentir concerné. Le ministère de l'Environnement devrait se sentir concerné. Le ministère des Aides et de la Culture doit se sentir concerné. Le ministère de la Femme et de la Famille, tout ce qui concerne le social, devrait se sentir concerné, mais personne n'en parle. Et curieusement, on nous distrait avec des sujets qui ne nous importent peu. On va nous parler de la transition au Mali. On va nous parler des questions d'élection. On va nous parler de démocratie, on va nous parler de démocratie au Niger. On va aller plus loin, on va nous distraire avec une assise qui a été programmée par le président Ouattara pour unir la société politique, pour éviter un apaisement pour les élections électorales de 2023, les élections locales de 2023 et les présidentielles de 2025. De la distraction. La réalité, elle est là. Voilà un peuple qui souffre. Voilà un peuple qui misère. On vous dit que dans les 150 000 habitants de cette localité, pratiquement 4 000 travaillent pour Renault. Et dans les 4 000 qui travaillent pour Renault, la plupart des retraités de cette structure finissent avec des problèmes. Pour ceux, des maladies, c'est-à-dire d'un autre genre qu'on ne peut pas expliquer. Certains finissent avec des maladies de paralysie. Il y a des paraplégiques qui sont nombreux d'ailleurs. Et pourtant, dans la convention du droit humanitaire, c'est-à-dire que la convention qui régit justement l'exploitation de ces zones, de ces zones, il est prévu que les travailleurs, en principe, doivent être pris en charge par les mutuelles de santé à travers les institutions sanitaires que l'organisation, alors que l'entreprise aura mis dans la localité où l'entreprise Orano ne reconnaît pas que les Nigériens soient malades. Hein. Aucun Nigérien n'a été malade. Non. Donc, on reconnaît seulement qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, un blanc, un Français, qui a passé 7 ans. 7 ans. C'est lui qui a été déclaré malade. Mais le Nigérien qui vit là-bas n'est pas malade. Mais si les populations même, parce que prenons le cas, si les populations qui vivent aux alentours souffrent de ce dont on venait d'expliquer tout à l'heure, que dire des Nigériens qui travaillent dans ces structures-là, sans protection, parce qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont exposées à la radioactivité, mais qui ne sont pas protégés. Ils développent des maladies paraplégiques, ils développent des maladies d'un autre genre, mais malheureusement, ils n'ont pas de mutuelle de santé pour justement les prendre en charge. À côté de la mutuelle de santé, il n'y a même pas de formation hospitalière pour pouvoir les prendre en charge. Voilà le drame. On vous parle de pratiquement des millions de tonnes de déchets radioactifs qui sont jetés à ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, monsieur Ngoss. Et si vous avez bien vu l'image, à côté, vous avez des enfants qui sont en train de jouer. On a vu toute une activité agricole qui se fait là. On a vu toute une activité agro-pastorale qui se fait là. Mais imaginez la conséquence. On va aller même encore plus loin. Dans mes enquêtes, je me suis rendu compte que lorsque ces déchets sont jetés comme ça, en réalité, ça, c'est la face visible. Parce que ces déchets toxiques sont catégorisés. Les niveaux les plus toxiques, c'est-à-dire que d'une catégorie un peu plus élevée, sont mis dans des conteneurs qui sont enterrés en Afrique.
un peu partout. C'est-à-dire que ce n'est même pas le Niger. Parce que ce qui se passe au Niger, la conséquence, elle est visible. Et elle sera visible. Je crois qu'on la voit même à travers tout le continent africain. Parce que vous avez des flux où ces hommes d'un autre genre viennent corrompre les hommes à la tête de nos États, enterrent ces flux sous notre sol parce qu'ils ne peuvent pas le mettre chez eux. Et après, avec les produits d'érosion, ces flux se dégradent et la conséquence sanitaire est telle que nous voyons. C'est-à-dire que vous avez des cultures qui amènent des patients, amènent des Africains. Essayez même de regarder dans nos hôpitaux aujourd'hui. La plupart de nos femmes, de nos enfants et même nous-mêmes souffrons majoritairement de cancer. Le cancer, est-ce qu'il y a 50 ans? Là-bas, il y a des malformations. Hein, est-ce qu'aujourd'hui, à 50 ans, on parlait de cancer en Afrique? Mais d'où vient donc ce cancer qui ne fait que devenir grandissant dans notre société? Mais c'est à cause justement de ce genre d'exploitation où vous avez des flux qui sont enterrés sous notre sol au mépris des conséquences environnementales, des conséquences sanitaires, bien sûr, avec l'adoubement, avec l'aval, avec le soutien parfois de nos hommes politiques. Et c'est là où ça fait mal. Donc, pour finir, il faut dire clairement que l'heure n'est plus au débat, l'heure n'est plus au discours. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple nigérien devrait s'élever comme un seul homme pour non seulement appeler au départ de Renault sur son sol, mais au départ de l'élite politique actuellement à la tête de ce pays, parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Je dis bien, ils ont échoué sur tous les plans. Bazoum et toute sa clique. Non seulement ils ont échoué sur tous les plans, ils ont trahi. Je dis bien, ils ont trahi l'esprit du peuple nigérien, qui est un peuple fier et fort. Regardez-les ici en Afrique. Ils sont partout ici au Cameroun. On voit les activités qu'ils mènent ici, que ce soit dans la cordonnerie ou encore ces femmes qui se baladent pour proposer un certain nombre de produits. Mais est-ce que c'est à ça que devait se résumer le peuple nigérien? Je ne pense pas. Donc il est impératif aujourd'hui, au-delà des conséquences environnementales et sanitaires que nous venons de dire, de questionner l'importance et le rôle tragique, mystique et même magique de l'élite nigérienne dans la souffrance du peuple nigérien. Et je pense qu'au-delà de l'émission que nous venons de faire, nous appelons également toutes les personnes et toute la communauté panafricaniste de toujours alors mettre en avant ce sujet, parce que ce qui est en train de se passer du côté du Niger, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide contre le peuple nigérien. Et vous parlez de génocide, Charlie Kenyé, sans le savoir, Albert Anatola, ici nous sommes là face à un crime à ciel ouvert, un crime, un génocide, une catastrophe écologique, sanitaire et humanitaire. Eh bien les Nigériens meurent de radioactivité. L'appareil d'ailleurs de nos confrères, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, a compté 3000 coups par seconde. Est-ce pour nous dire tout simplement, Albert Natola ici, que cela est inadmissible? Lorsque je regarde cet élément qui nous a été proposé par la réalisation, ça me renvoie à un livre que nous avons tous lu à l'école primaire, non, au secondaire, Ville cruelle. Esaboto. Si vous n'avez pas compris, si certains peut-être n'ont pas compris, c'est que cette image, ce documentaire, qu'ils aillent lire Vite cruel. Les Aboto. Vous voulez nous mettre la Tanga Nord et Tanga Sud? C'est exactement la situation qui se passe. Albert Natola ici. Mais il faut ajouter à cela, parce que Tanga Nord, Tanga Sud est encore plus humain. Oui. Parce qu'il s'agit tout simplement de déclinaisons sociales. Sociales, exactement. Or, ce que nous propose la réalisation, c'est pire que les déclinaisons sociales, c'est-à-dire les classes sociales, la lutte des classes. Je voudrais, tout à l'heure, il y a un personnage historique nigérien qui a été convoqué par Charlie Kenyé. Vous vous rappelez que Human Rights Watch? Non, Amani Diori. Vous parlez d'Amani Diori. Amani Diori a été victime d'un coup d'État. Effectivement. Parce qu'il avait exigé de la France la réévaluation du coût de l'uranium nigérien. Après lui, Mamadou Tandja est arrivé. Il a également exigé la réévaluation. Il a obtenu ça peut-être à minima. Il était également victime d'un coup d'État. Et par la suite, il sera remplacé par qui? Mamadou Issoufou. Qui fut un employé d'Areva. La suite, vous connaissez. Bazoum est arrivé. Alors, comme je l'ai dit, ça veut dire que, d'un point de vue historique, vous avez tout à l'heure convoqué les accords coloniaux qui donnent la primeur, l'exclusivité à la France d'épier nos ressources sans aucune contrepartie. La responsabilité de l'élite nigériane ici établie
du fait que c'est mieux encore d'essayer de faire comme l'ont fait Amani Diori et Mamadou Tandja et être victime de coups d'État. La mémoire historique, la mémoire nigérienne va retenir cela. Ils ont essayé, ils ont été évincés par Paris. Tout comme la postérité va retenir que Mamadou Issoufou et son dauphin, Bazoum, sont complices d'un génocide du peuple nigérien. Exact. Je vais prendre quelques extraits qui vont vous faire frémir. Le reportage qui nous a été présenté tout à l'heure, le documentaire qui nous a été présenté tout à l'heure, pose 3 problèmes, sinon 4. En plus de discrimination sanitaire, vous avez un scandale environnemental pas possible. Mais il se trouve que la multinationale qui a l'exclusivité de l'exploitation des gisements d'uranium au Niger est une société française. Et la France nous enfume. Je parle de ces gens qui nous enfument. Oui. Dans les concepts de lutte contre le dérèglement climatique. Et moi, je me souviens également qu'il n'y a pas très longtemps, le Locodem de l'Élysée avait eu une mémoire sélective en voyant plutôt, n'est-ce pas, la fécondité des femmes nigériennes. Mais il a oublié qu'il y avait une entreprise multinationale française qui tuait les Nigériens. Ça, c'est quand même extraordinaire. Deuxième élément historique que je voudrais convoquer, qui est d'ailleurs factuel. Oui. Lorsque vous entrez dans une entreprise pour y être employé comme personnel, on vous décline vos responsabilités, vos obligations. L'entreprise vous décline ses obligations à votre endroit. En d'autres termes, nous sommes dans une activité dangereuse. Ouais. Ce qui suppose donc que nous sommes dans une entreprise qui exerce dans un domaine dangereux, c'est-à-dire la manipulation de l'uranium qui produit des éléments qui contiennent des éléments radioactifs. Oui. Il n'a jamais été, c'est-à-dire les employés de cette entreprise n'ont jamais été informés des risques de leur activité. Effectivement, ça c'est clair. Jamais. Tout à l'heure, Channick vous fait comprendre que la plupart vont à plus de 250 km en profondeur extraire l'uranium sans équipement de protection individuelle. Ici, vous comprenez un peu le crime. C'est-à-dire sans équipement de protection individuelle, plus de 250 mètres sous terre. Et on vous dit, il y en a qui ont exercé dans ces mines-là plus de 40 ans, voire 50 ans. Et vous pouvez croire qu'il n'y a pas eu de maladies professionnelles de ce côté-là qui sont protégées. Beaucoup sont morts, Albert Anatola, ici, parce que si je m'en vais prendre les calculs d'ailleurs... Sans être pris en charge, c'est bien. Sans être pris en charge, oui. Parce que depuis 1949, date de l'ouverture justement on va le dire comme ça, des usines, on va le dire comme ça, d'uranium. Là-bas, il y a plus de 23 000... Des mines d'uranium. Mines d'uranium, il y a plus de 23 000 personnes qui sont mortes. Voilà. Sans responsabilité de la part de la France. Jamais. Sans être pris en charge. Et pour quelques-uns, parce qu'ils peuvent avoir des contacts au niveau de l'oligarchie dirigeante du Niger, Oui. ils sont consultés par un médecin qui est payé par Orano. Et, cerise sur le gâteau, dès que vous manifestez, n'est-ce pas, une indisponibilité, une incapacité, ou bien une maladie chronique, on vous vire. Conséquence des choses, dans la communication des ouvriers, parce qu'ils ont catégorisé, là-bas, vous avez les travailleurs, c'est eux, tout à l'heure je parle des temps en nord et temps en sud, c'est une ville cruelle. Oui. Les travailleurs vivent dans une sorte de cité électrifiée. Les ouvriers vivent dans les bidonvilles, c'est pas électrifié. Conséquence, comme c'est de coutume de ce côté-là, comme chez moi au Cameroun, quand il y a coupé d'électricité, n'est-ce pas, les campements des travailleurs sont éclairés par les générateurs, n'est-ce pas, et les campements des ouvriers sont dans le noir. Voilà. Et en plus de cela,
puisque l'emploi est rare de ce côté-là, comme ça peut se comprendre, Oui. le personnel, je veux dire, les ouvriers, sont soumis à la loi de l'omerta. Silence absolu. C'est-à-dire, il ne faut pas accuser, puisque l'État nigérien ne les protège pas. Amina, ouais, qui a fait le fameux documentaire, donc, qui a été convoqué tout à l'heure par Charlie Kenye, La colère du a vent. eu toutes les difficultés du monde en dépit des utilisations qu'elle a eues. Effectivement. Elle a eu toutes les difficultés du monde pour tourner son documentaire. Il a fallu qu'elle passe par son père, qui est un ancien mineur. Pour elle pensait que quand son père sortait le matin, c'était pour aller s'asseoir dans un bureau. Mais un jour, par curiosité, elle est arrivée là-bas. Elle a vu son père descendre plus là où son père allait. Elle a insisté. Elle a été traumatisée de cela. C'est ça qui la pousse à faire ce documentaire. Qui a été tourné en 2015. En 2015, et qui n'a pas été diffusé nulle part. Nulle part. Elle était censurée. Les Français Les engagements qui ont été pris par Orano, par Areva, qui est devenu plus tard Orano, n'ont jamais été tenus. Jamais. Il était question de s'occuper des maisons d'habitation, des ouvriers, de les construire. Il était question de construire des centres de santé. Il était question de construire des écoles. Il était question de construire des routes, des centres de loisirs. Aucun de ces engagements n'a été tenu. Eh bien, aucun. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve projeté dans cet univers lamentable, révoltant, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est d'abord de la responsabilité des dirigeants. Et je voudrais également vous faire comprendre, Sylvie Longos, parce qu'il faut qu'on soit dans le rationnel. Ces ouvriers étaient interdits de se constituer en force, en syndicat ou bien en force syndicale ou délégué. Il est interdit de se réunir pour constituer une force de travail, une force de revendication, une force de revendication. Il est formellement interdit de se constituer comme tel. Et ça se passe avec la complicité des dirigeants. C'est en dépit des morts que vous avez convoqués, encore que ces statistiques sont... Ces statistiques sont encore... Voilà. Allez savoir, hein. Je vous donne juste ce que j'ai reçu en faisant des recherches. Je vous parle de 23 000 depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, ça date jusqu'à 2018 aussi. Alors, cet état de fait... Allez savoir. Cet état de fait... Maintenant, de 2018 à 2022, c'est autre chose. Cet état de fait a au moins deux conséquences. Oui. La première conséquence, c'est que vous avez un pays, le Niger, c'est la mine d'or, n'est-ce pas, de Paris, qui s'est engagé dans des projets de construction de centrales nucléaires. Il va prendre l'uranium où? Au Niger. Albert Anatoly, ici, vous le savez déjà. Mais entre-temps, il vous parle de l'aide, n'est-ce pas? Il vous parle avec arrogance, avec condescendance. Mais vous voyez ce qu'ils font au Niger. L'Union africaine ne voit pas cela. Bazoum ne voit pas cela. L'Union africaine aveugle, Bazoum aveugle également. Mahamat Faki, Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat, il ne voit pas cela. Ouattara ne voit pas cela. Et vous voulez que on n'est pas... Il y a un locodème du côté dans mon pays qui dit que DBS nourrit le sentiment anti-français. Quand vous voyez ces images, vous allez adorer le français. Je ne sais pas si vous allez l'adorer. Quand vous voyez ces images, des choses qu'ils ne peuvent pas accepter chez eux. Donc, j'étais en train de dire que ce documentaire nous donne deux leçons. La première leçon, c'est que nous avons une élite politique, des dirigeants irresponsables. Nous avons des dirigeants irresponsables qui préfèrent gérer leurs affaires, les intérêts de l'État. Leurs intérêts personnels, bien les intérêts de l'État. C'est-à-dire qu'ils gèrent les intérêts de l'État, qui met les intérêts de l'État, mais leurs États au moins de l'appellation internationale. Parce que derrière, ils ont les dividendes. Parce que si Bazoum n'avait pas, si Mamadou Issoufou, si Bazoum n'avait pas des intérêts
Dans ce crime, je suis certain qu'il aurait pris quand même ses responsabilités en tant que tel. Parce qu'il a quand même la responsabilité de protéger son pays et ses concitoyens. Donc, premier élément de constat et d'analyse, c'est il va d'abord l'irresponsabilité des dirigeants nigériens. Deuxième élément, et je pense qu'il est important, là je voudrais attirer l'attention des ONG nigériennes, parce qu'il y en a quand même qui, en dépit des difficultés, qui sont très actives par rapport à cette situation. Qui n'est pas seulement du côté d'Arlit, il y a d'autres mines d'uranium au Niger, où les Nigériens sont traités comme vous l'avez vu dans le documentaire. Il faut demander aux ONG nigériennes de saisir les instances internationales ou bien de saisir, pour poursuivre Areva Orano est le responsable pour ces crimes. D'abord contre l'environnement et la mise en danger de la vie d'autrui. Il ne faut pas que ça passe en pète et profit comme d'habitude. Parce que c'est absolument très révoltant. Absolument révoltant. C'est-à-dire on détruit, c'est-à-dire on insulte les dirigeants d'un pays, on insulte le peuple d'un pays en qualifiant des femmes, leurs femmes de beaucoup accouchées, mais on ne voit pas les scandales, le génocide qui s'y opère. On nous parle de liberté, de démocratie. Mais vous avez des prises en charge médicales discriminatoires qui s'y opèrent. C'est un seul locodème qui a été véritablement pris en charge, à qui on a reconnu une maladie professionnelle. Les autres, ils souffrent de maladies extra-professionnelles. Bon, il y a quand même un problème. Il y a un groupe, moi j'ai un gros problème avec cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, je voudrais revenir sur un élément que j'ai convoqué tout à l'heure dans mon coup de gueule. Il est important qu'on change de paradigme. Pour que les autres cessent de nous parler avec condescendance comme le font, qu'on s'approprie la science, comme patient demande l'habitude de le dire, et que nos biens, nos ressources restent nos ressources et que nous puissions en jouir et non que les autres en jouissent et nous manquent de respect. Par la suite. André Guissel-Fanga, depuis 1968, la France exploite l'uranium du Niger. La France est aujourd'hui électrifiée et peut même d'ailleurs vendre l'uranium à plusieurs autres pays européens et surtout occidentaux. Pendant ce temps, le Niger est dans le noir. Le Niger souffre et meurt justement du fait de la radioactivité. Merci Jocelyn. Vous êtes très intelligent. Pourquoi je le dis? Il y a de cela quelques jours, nous avons débattu sur la lettre de l'ambassadeur. Oui. J'espère qu'il nous suit. C'est avant-hier. J'espère qu'il nous suit. Là, de Christophe Guillo. Bien sûr. Oui. Et vous voyez comment vous alignez vos thèmes. On a débattu sur sa lettre les récriminations contre DBS. Maintenant, voilà Orano. Quand on parle d'Orano, on ne parle pas seulement d'une entreprise. On parle d'un état d'esprit. Et quand on parle d'un état d'esprit, on parle d'un pays qui a cet état d'esprit. C'est-à-dire un état d'esprit génocidaire. Démoniaque. Démoniaque, satanique. Parce que quand vous voyez Orano, vous savez que Areva, quand il fermait, la France a racheté 23 000 parts de Areva pour que ça se transforme en Orano. Donc l'État français est actionnaire à Orano. Donc quand on parle d'Orano, on parle de l'État français. Areva était une société qui était déjà en faillite. Donc ils ont racheté, l'État français a racheté des parts pour que Areva ne meure pas. Et ils ont transformé maintenant le nom de Areva à Orano. Et Orano, c'est du dérivé Uranus du latin. Ce qui a donné, soi-disant, le nom à la planète. Donc, quand je vous dis que tout est d'abord spirituel, les gens pensent que c'est la blague. Ils le disent pourquoi? Parce que c'est eux les maîtres de la terre. Et dans leur idée, dans leur pensée, c'est les maîtres de la terre. La terre les appartient. Orano et Uranus, c'est le dieu qui a créé l'uranium. Donc, ils peuvent s'en approprier comme ils veulent sans rendre de compte à personne. C'est comme ça dans leur esprit. Donc, vous là, vous n'êtes pas, vous êtes des biens meubles. Vous êtes inutiles. Les Nigériens n'existent pas pour eux. Donc, quand vous appelez même Bazoum la responsabilité de Bazoum, pour eux, Bazoum n'existe pas. C'est un objet. Ils peuvent balancer à tout moment. La preuve en est.
tous ceux qui ont voulu être des êtres humains, c'est-à-dire réclamer ce qui est de l'humanité, c'est-à-dire des bonnes conditions, on veut un peu d'eau, on veut un peu des logements décents, on veut des routes, on veut l'électricité. Non, vous n'avez pas droit à ça. Voilà le comportement des Français. Voilà le comportement de la France. C'est-à-dire prêt à tout détruire parce que vous n'existez pas. Donc quand vous dites que depuis 1960, ils font... 68. Et ils font tout ça. Mais est-ce qu'ils ont considéré les autres comme des êtres humains? Non. Ils ne les considèrent pas comme les êtres humains. Parce que quand même, la décence, l'humanité en nous, voudrait quand même que quand on regarde les autres souffrir, on dise, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la France ne regarde même pas un seul instant la souffrance des Nigérians. Parce que ça fait quand même 70 ans qu'ils exploitent, près de 70 ans aujourd'hui, qu'ils exploitent. Mais citez-moi un seul investissement français. D'ailleurs, même dans tout le continent africain noir, où la France est installée, citez-moi un seul investissement français. Il n'y en a pas, je vous réponds tout de suite. C'est-à-dire un investissement social. Bolloré, ses bureaux sont dans les conteneurs. Bolloré, le grand Bolloré. Ces bureaux sont dans les conteneurs. Donc, on peut réemballer, on remet dans le bateau, ça s'en va. Le Pierre Castel qui dit au fond que Pierre Castel est un peu de partout, on fait la publicité. Voilà les idioties chez nous en Afrique. Hein. Montrez-moi un seul bureau de Pierre Castel au Cameroun. Un seul investissement de Pierre Castel. L'usine de Bali, des brasseries, c'est démontable. L'usine de Ndokoti, c'est démontable. Les bureaux de leurs bureaux même, où ils sont installés, c'est démontable. Donc, la France n'a rien, aucun investissement. Alors que les Allemands, tu peux trouver un pont allemand, non? Oui. Tu peux trouver les anciennes maisons des Allemands, non? Les chemins de fer. Les chemins de fer, non? Tu peux trouver ces investissements, non? Citez-moi un seul investissement dans tout ce que vous voyez là, français, durable. Rien du tout. Donc, quand on parle des Français, qu'on n'est pas obligé de les aimer, parce que c'est des criminels, les gens pensent que non, on est... Voilà. Regardez ce que les Français font au Niger. Regardez vous-même. Nous allons revoir l'élément tout à l'heure. Est-ce que c'est des êtres humains, ça? Parce que la France est à la lumière. Ils ont promis au premier président du Niger quoi? Le deuxième Paris. Oui, la prospérité naissance d'un deuxième Paris. D'un deuxième Paris. La prospérité naissant d'un deuxième Paris. Bon, je considère que Paris, c'est l'enfer. Parce que s'ils ont dit, n'est-ce pas, oui, la prospérité et la naissance d'un deuxième Paris au Niger, à cause de ce contrat d'uranium, je considère que le premier Paris est un enfer. Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui au Niger. Donc, quand nous regardons tous ces éléments-là, nous comprenons qu'en réalité, Paris et ses dirigeants sont venus tout droit de l'enfer. C'est ce que se reproduisent au quotidien, l'enfer. Parce que si chez nous, en Afrique, ils avaient produit quand même quelque chose de bien, on devait dire, la France quand même, voilà ce que la France a fait, voici ce que la France a produit, voici les œuvres françaises. Citez-moi une seule œuvre française. Vous n'en avez pas. Rien de durable. Donc quand on parle de ces gens, nous parlons de ces gens parce que c'est des animaux. Je dis bien, les Français sont des animaux. Vous ne pouvez pas, un pays comme le Niger, quand vous regardez ça, vous exploitez l'uranium. L'uranium permet à la France d'avoir la lumière, mais le Niger est dans le noir. Je vous dis dans le noir, hein, parce que quand je dis que le Niger est dans le... Quand je dis dans le noir, il n'y a même pas 13% de l'électrification au Niger. Il y a le goudron à Paris, non? Les rues sont bien goudronnées. Mais où arriver à Orano, où les installations, où ils exploitent même pour sortir leurs produits, ce n'est pas goudronné. Donc vous comprenez que tous ont la même mentalité, non? Bolloré a la même mentalité. La preuve en est les employés de Bolloré dans les champs de trucs. Les enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, sans gants. Sans épis. Sans épis, rien. Donc vous comprenez que c'est les mêmes gens. Donc, il n'y a pas de différence entre les Français. Et si, aujourd'hui, quand on parle de sentiments anti-français, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont provoqué. C'est eux-mêmes qui ont prouvé qu'ils ne sont pas des êtres humains. Et d'ailleurs, même leur représentant en chef, c'est-à-dire leur président, n'est-ce pas, a dit que lui n'est pas un être humain. Lui, il est un jupitérien.
Et que cette génération se doit s'apprêter à l'avènement de la bête. Donc vous comprenez que c'est un comportement bestial, n'est-ce pas, qui mettent au quotidien, qui manifestent au quotidien. Donc, quand nous regardons cette situation, vous avez l'électricité à Paris, il n'y a pas d'électricité au Niger, il n'y a pas de route, au Niger, il y a les routes à Paris, il n'y a pas de quoi manger au Niger, parce que quand même, vous pensez que nos frères du Niger qui fuient, qui viennent chez nous partout, là, vous les voyez, leur plus grand métier, c'est quoi? Cordonnier. Le fer. Certaines vendent des petits produits Des là petits pour produits demander naturels, quelques argents. Quand vous regardez, C'est triste. alors que vous avez un pays extrêmement riche, C'est triste. C'est triste. deuxième producteur mondial D'uranium. d'uranium, deuxième. Vous avez ça. Bon, ce qui est bizarre Et quand même, c'est je vais rebondir sur cette question que vous nous dites, par exemple, deuxième producteur d'uranium au monde. Finalement, c'est l'uranium du Niger appartient entièrement et totalement à la France. Ça signifie que le Niger n'a même pas une once d'uranium. Mais classement PNUD, je crois que ça c'est 2018. L'un des pays les plus pauvres du monde. Le dernier. Les derniers. En 2016, selon le PNUD, le Niger était 187e pays sur 188. Donc l'avant-dernier. L'avant-dernier. Le plus pauvre. Le plus pauvre. Statistique confirmée par la Banque mondiale en 2016. Donc, quand vous avez ces statistiques-là, vous comprenez que c'est des démons. On est en face des démons. Comment vous pouvez... L'uranium, Charlie, tu l'as dit, l'uranium du Niger est coté en bourse. La France se vante d'être un pays du nucléaire à cause de l'uranium du Niger. Elle a déclaré désormais qu'elle est vendeuse d'uranium. La France est quatrième producteur d'or ou bien de réserve d'or. Réserve d'or au mondial. Citez-moi un seul site d'exploitation d'or en France. Citez-moi un seul. Un seul site. Rien, aucun. Donc quand on parle de ces pays-là, c'est des assassins, frères du Niger. La souffrance l'a trop duré. Et je pense que ça, ce n'est pas seulement chez vous qui a cette souffrance. Un peu de partout. D'ailleurs, même tout ce que la France se touche, se gâte. Vous connaissez ce genre de personnes, non? Mais tout ce que... Si vous envoyez une personne, les femmes peuvent mieux connaître ça. Il y a leurs amis là. Si tu l'envoies se servir dans ta marmite, la nourriture se gâte après. Vous voulez une dire que c'est comme ça qu'est la France aujourd'hui? Mais tout ce que la France touche se gâte. Citez-moi un seul pays qui est normal, où la France est installée, où les choses marchent. Aucun. Donc quand vous avez affaire à la malédiction, la France est une malédiction. Donc, il faut même déjà nous trouver comment on va apprendre le bassa pour qu'on fasse nos émissions en bassa. Parce que même utiliser la langue française, c'est une provocation. Tu provoques ton esprit, oui, c'est une malédiction. Il faut que les Africains se réveillent et qu'on commence à trouver d'autres choses alternatives par rapport à la France. Parce que même faire le débat comme ça en leur langue, c'est davantage vanter leur mérite. Tout à fait, tout à fait. Donc quand nous parlons de cette situation au Niger, c'est douloureux. Quand même, quand vous parlez de 123 morts. Non. 123 000. 123 000 morts. 23 000. En combien d'années? De 68 à aujourd'hui, en fait. En 2018. Soyons sérieux. Ils ont refusé de dire qu'à chaque explosion, il y a au moins une vingtaine de morts. Parce qu'à chaque explosion, il y a un tremblement de terre. Propagation des ondes sismiques. Donc, à chaque explosion, tout le monde le sait, même dans l'armée. Parce que si vous allez dans l'armée, on va vous dire, et vous imaginez, ce n'est pas les bombes de l'armée, hein, ça c'est les explosions des mines. Donc, ceux qui travaillent même d'abord sont d'abord les premiers cadavres. Mais comme ils font à distance, comme on envoie le bétail, donc, comme d'habitude, non? On envoie le bétail, c'est-à-dire les noirs devant, et les blancs, eux, sont loin en arrière, protégés. Non. Ça ne doit pas continuer comme ça, M. Josselangos. Il faut que nous, les Africains, nous nous réveillons et que nous prenions nos responsabilités. Ne comptons pas sur les hommes politiques. On a longtemps interpellé les hommes politiques, le gouvernement. Comment? Vous avez un employé.
Un employé, Mamadou Issoufou était employé, non? Son employé était la France, c'est ça? Il était même employé de Areva. Oui. Donc, comment vous voulez qu'un employé vienne combattre son entreprise qui lui paye? Non, il va te dire que c'est là où je gagne ma part de pain. Donc, même quand il est chef d'État, il est toujours employé. Donc, tout cela, quand vous regardez la CEDEAO, la plupart des présidents de la CEDEAO sont les employés de la France. Parce que quand Macron se met sur... On ne l'interroge même pas sur... On lui pose la question par rapport à RFI et France 24 au Mali. Après, il dit que non. Je vais appeler Nana Akufo-Addo. Je vais lui dire... Il a condamné avec la dernière énergie. Il ne faut pas oublier déjà. Ses premiers mots, c'est d'abord condamné. Je vais dire à Nana Akufo-Addo... Il a condamné fermement. De prendre des mesures. Qu'il faut continuer à punir le Mali. Vous comprenez un peu? Et il va voir avec la CEDEAO et l'Union africaine et tout ça pour voir comment on va mettre... Que Christophe Guilou l'a vu. Mais par voilà. là, il a déclaré par A plus B que c'est lui qui commande. Hein. C'est lui le patron, non? Il appelle ses employés, il va appeler son... D'ailleurs, dès même après ici, je vais appeler Nana Akufo-Addo pour lui demander de maintenir ou bien de faire pression. Non, soyons sérieux. Et pendant ce temps, on ne va pas également oublier que le colonel Assimi Goïta est attendu dans les jours à venir à une réunion que nous le consultons. Si M. Savi qui n'y aille pas. Nous conseillons justement au colonel Assimi Goïta, qui nous regarde d'ailleurs tous les matins, de ne pas y aller. On insiste. Nous savons les méthodes françaises. On connaît comment ils fonctionnent. Le niveau où il a atteint, ce n'est plus le niveau de la blague. Oui. Donc, monsieur le président de la République du Mali, élu du Mali, parce que le démocratiquement, faut bien préciser. Élu, parce que le fanfaron l'a dit que le Mali méritait des dirigeants qui l'aspiration, c'est un déréglé mental, donc ils peuvent s'embourber dans ces choses. Aujourd'hui, ne cédez pas à la pression de la CEDEAO, n'allez même pas à cette réunion. Donc quand nous revenons à la situation du Niger, oui. Nous avons déjà tout dit. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est qu'après des émissions comme celle-là, s'il n'y a pas vous appelez ça quoi? La réciprocité. De la douleur, de la violence, ils ne sauront jamais que ce qu'ils font dans les autres pays là, c'est mauvais. Vous comprenez? Il faut que l'armée patriote du Niger accompagne les patriotes à aller prendre possession de Orano. Tous les blancs qui sont là-bas doivent être chassés. On s'en fout des contrats qui ont été signés. C'est notre terre. Je dis bien, armée patriote du Niger, patriote du Niger, allez prendre possession d'Orano. Mais c'est terminé les négociations. Il n'y a plus question de négociations. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas l'amour. C'est de la destruction. Et on ne peut pas détruire les destinées des gens comme ça et on continue à regarder. Merci à vous, André Christelle Fanga. Messieurs, je vais venir avec vous dans un instant. Le temps pour nous, avec la réalisation, de regarder encore une nouvelle fois cet élément pour pas qu'on nous dise que nous sommes anti-français. Je rappelle d'ailleurs que cet élément a été tourné avec la complicité de nos confrères de France 5. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont tourné ce documentaire du côté du Niger. Regardons-le ensemble ce matin encore une nouvelle fois. Est 2 fois plus élevé que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70 grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par 2 immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques.
Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville, quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions, par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Martin Boudou, ça va? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. « 150, 160 » Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis choqué et c'est ce qui m'amène dans cette livre. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné... Eh oui, Albert Anatole, ici vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Je vous parle d'ailleurs de 130 000 tonnes d'uranium exploitées par an par Areva ou alors Orano comme vous voulez, et surtout par la France. Vous avez 105 millions de tonnes de déchets toxiques exposés à l'air libre. Vous avez 30 fois, on le dit comme ça, la radioactivité est 30 fois au-dessus de la normale et surtout au seuil naturel. Tout ça, c'est ce que subissent d'ailleurs les populations nigériennes qui vivent justement à Arlit et dans tous les lieux, et on va le dire comme ça, où se trouvent les mines d'Orano. Steve Goss, nous, les Africains, ont des problèmes avec leurs dirigeants. Nous avons de très mauvais dirigeants. Je veux le dire de manière solennelle. Ah oui. C'est douloureux. Lorsqu'une multinationale vient engage un projet chez vous, dans votre pays, il y a un élément, il y a un élément élémentaire qui fait partie de la réglementation de ce pays-là. Les études d'impact environnemental du projet. Et vous constatez qu'aujourd'hui nous parlons d'une activité qui impacte non seulement l'environnement, mais qui menace la santé publique. Et cela se fait au nez et à la barbe, c'est-à-dire avec la complicité des dirigeants. Est-ce qu'il y a, oui ou non, il y a une étude d'impact environnemental? Je ne pense pas. Vous avez des campements qui sont situés à moins de 200 mètres des mines. Oui. C'est bien des campements qui sont situés à moins de 200 mètres de mines. Vous avez des déchets radioactifs qui disent quoi? À ciel ouvert. 35 000 tonnes de déchets toxiques exposés. Exposés à l'air libre. À l'air libre. Niamey n'est pas au courant de ça. Le Codem Jupiter de l'Élysée n'est pas au courant de ça. Ambassadeur Christophe Guilou, j'espère qu'il est au courant. Human Rights n'est pas au courant de ça. Greenpeace devrait être au courant de ça. Des associations criminelles comme ça. Greenpeace. Vous savez, quand je regarde ça, ça me révolte en fait. C'est révoltant, c'est révoltant. Nous avons fait des émissions.
qui révolte sur votre plateau, mais cette émission ne peut que révolter. Et vous, non seulement les populations sont malades du fait de la radioactivité, vous avez des populations qui vivent dans la pauvreté la plus extrême. Vous avez certains qui avant l'arrivée de venir Orano, pratiquaient les activités agro-pastorales, ont vu ces activités du jour au lendemain s'arrêter du fait de la pollution de l'environnement. Vous avez... Je rappelle d'ailleurs, Albert Anatola, ici, vous mettez dans votre vin, que là-bas, le bétail ne peut pas survivre une journée. Voilà. Ni poule, ni chèvre, ni mouton, ni bœuf. Et vous avez donc des salopards qui viennent vous dire que il y a la malgouvernance, il y a la corruption, alors que ce sont eux qui provoquent tous ces désastres. C'est révoltant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai convoqué l'irresponsabilité des dirigeants nigérians. Je voudrais saluer le président de l'ONG, je crois que c'est Aldirim, qui se bat autant qu'il peut en dépit des menaces, parce qu'il est menacé. Hein. En dépit des menaces, il essaie de faire ce qu'il peut pour vêtement lutter contre ces génocides à la fois humains. Il y a plusieurs morts du fait de cette activité criminelle. Vous avez un génocide environnemental et personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais vous avez des États qui vous organisent les COP21, les COP26. Ça fanfaronne à gauche, ça fanfaronne à droite. Et ça, la prétention de vous apporter des soutiens en financier pour lutter contre, lutter contre le dérèglement climatique. Voilà un exemple, n'est-ce pas, de l'arnaque, de l'imposture et de l'hypocrisie que nous avons l'habitude de décrire. Maintenant, je pense qu'il faut revoir ces contrats. Que ce soit au Niger ou ailleurs, il faut que ces multinationales qui viennent chez nous en Afrique se faire de l'argent, soient désormais soumises à des contraintes. Albert Anatola ici, et surtout dans mon propos liminaire, je vous ai fait savoir que là-bas, la France se croit tout permis et qu'elle est chez elle et qu'elle déclare haut et fort que le Niger lui appartient. Dans les contrats coloniaux, il déclare justement que le sol nigérien lui appartient. Tout à l'heure, ce qui se passe au Niger, je veux peut-être un peu choquer les compatriotes nigériens. Si vous voulez que je mette de l'eau dans votre vin, j'insiste là-dessus. Oui. Le sol nigérien entre le haut, bon, disons, de 1 mètre à 35 mètres, ça appartient. Non. C'est quoi? 1 mètre à 12 mètres. De 1 à 12 mètres, ça appartient aux Nigériens. Même chose en on peut vous enterrer, on peut tout faire. Mais de 12 mètres, un puits. De 12 mètres à plus, ne vous appartient plus. J'étais sur le point de dire que lorsque nous parlons des contrats coloniaux, oui, ils doivent être démantelés, dénoncés, et que ces contrats coloniaux demeurent, ça veut dire que c'est nous le problème, c'est nos dirigeants le problème. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je vous ai dit, oui, je vous ai plongé dans les faits historiques. Amani Diori a été victime d'un coup d'État parce que justement, c'était un patriote qui voulait quand même faire profiter à son pays les retombées l'exploitation de ces gisements d'uranium. Pareil pour son successeur Mamadou Tamja. Oui. Donc aujourd'hui, mais apparemment les successeurs de ces deux personnages historiques ont compris qu'il fallait plutôt se compromettre. Au lieu de travailler pour leur peuple, pour leur pays, ils ont plutôt choisi de travailler pour Paris. La preuve, dans l'entre-deux tours de la dernière présidentielle française, Mamadou Youssefou est allé à Dubaï. Dernière présidentielle nigérienne. Alors, moi je pense que là c'est la responsabilité, monsieur Ngos, de nos dirigeants, de nos gouvernants. C'est inacceptable que Paris vienne faire la loi. Je tiens à dire que il est désormais... Il y a Charlie Kenya qui veut exploser. Hein? Non, il est désormais. Il est désormais. Il faut absolument que lorsque les multinationales viennent sur d'autres continents pour faire les affaires, qu'elles soient soumises à des réglementations rigoureuses et fiscales. Parce que, en plus de polluer l'environnement, de mettre en danger la vie des populations nigériennes, ils ne paient pas d'impôts. Ils sont exonérés d'impôts. Ces multinationales sont exonérées d'impôts. On vous dit que on respecte les règles les plus élémentaires de traitement des déchets dangereux.
Je pose la question. On les viole. Je vous pose la question, Albert Anatola, ici, depuis que ou alors que la France est sur le sol nigérien pour l'exploitation, on le dit comme ça, d'uranium, qu'est-ce que le Niger a gagné? Je pense que si nous tenons nos débats, c'est parce que justement le Niger, si le Niger a gagné quelque chose, on ne serait pas en train de voir le Niger, c'est un Nigérien, n'est-ce pas, migrer vers le Sénégal, venir dans d'autres pays d'Afrique pour chercher le bonheur. Ce qui se passe au Niger, c'est ce qui s'est passé en République démocratique, en République centrafricaine. Souvenez-vous, nous avons parlé du scandale Uramine. Où il y a toujours la radioactivité là-bas. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que la thématique de ce matin nous renvoie justement au scandale, n'est-ce pas, d'Uramine du côté de la République centrafricaine. Ça veut donc dire qu'ils sont coutumiers du crime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous, sur ce plateau, nous mettons en perspective ce qui est caché. Mais il appartient aux autres de prendre les responsabilités pour agir. Merci Albert Anatola. Ici, je vais me tourner vers Charlie Kenyé qui a besoin d'exploser là parce qu'il est tellement en colère. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'exploser. On est sur un plateau de télévision, c'est normal. Il y a donc là-bas, Charlie Kenyé, dans ces mines, des ouvriers qui ont déjà travaillé plus de 40 ans et qui souffrent ainsi. Mais on nous fait quand même savoir que ni poule, ni coq, ni chèvre, mouton, bœuf ne peut y survivre. Ce ne sont que des humains. Comment le comprendre? Ben, on ne fait que le dire tout à l'heure, c'est du satanisme, c'est de la haute criminalité, c'est du banditisme à ciel ouvert. Et quand vous me voyez remonter tout à l'heure, c'est justement du fait de cette information, du fait que, relevant le fait que le sous-sol nigérien ne les appartenait pas. C'est-à-dire que, et je ne crois pas comment les gens se plaisent aujourd'hui à venir donner des leçons à un président, un patriarche comme le président Paul Biya. Vous savez, la plupart des ambassadeurs en Afrique, surtout en Afrique francophone, officient comme vice-président. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent les affaires de l'État. Le seul pays où vous ne pouvez pas voir cette sorcellerie, c'est le Cameroun. Parce que l'ambassadeur, là où il est là, il se connaît. Ça ne va même pas, avant même que le président, même, le peuple, nous-mêmes, là, on est là. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà le Mali qui est en train également de nous montrer l'exemple. J'ai dit ailleurs, prenez la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger. Les ambassadeurs français officient en qualité de vice-président. C'est eux les papas. C'est eux qui décident de la politique interne du pays. Et vous voulez qu'on n'aime pas un président comme le chef d'État camerounais pour bien pourquoi? Un débat comme ce que nous sommes en train de faire ici actuellement. Donnez-moi un pays en Afrique francophone où on peut faire un tel débat. Donnez-moi un seul pays en Afrique francophone où le débat que nous posons sur la table actuellement, nous pouvons l'avoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous qui sommes ici présentement, est-ce qu'on peut compter le nombre de fois où nous avons été interpellés par l'ambassade de France auprès des institutionnels camerounais? Est-ce qu'on peut interpeller le nombre de rapports qui ont été faits par les institutionnels français? C'est déjà combien de rapports contre moi? Est-ce qu'on peut compter le nombre de rapports qui ont été faits? Je veux que vous me donniez les chiffres. Par les institutionnels français, par l'ambassade de France, auprès de l'État camerounais, contre nous qui sommes ici présents. Mais est-ce qu'une fois nous avons été inquiétés, en dehors de quelques supplétifs, on a parlé récemment de quelques menaces du CNC, bon, on ne regarde pas ça. Est-ce qu'on peut compter? Pour la simple raison, on peut l'aimer, on peut le détester. Le Cameroun est un très grand président. Nous avons un modèle de président en Afrique, à la personne de son excellence le président Paul Biya. On peut l'aimer, on peut le détester. C'est une triste réalité. Prenons les institutions françaises et le multinational. Parce que quand Stéphane venait de dire quelque chose de pertinent, en réalité, Orano, c'est l'État français. Bien sûr. C'est l'État. Orano, oui. Orano, c'est l'État français. C'est valable pour Castel. C'est valable pour Total. Bolloré. C'est valable pour Bolloré. Oui. Ça dit que c'est pourquoi lorsque le chef d'État français se déplace... C'est le CAC 40. C'est le CAC 40. Ça dit qu'il se déplace avec toute cette clique d'hommes industriels. C'est la raison pour laquelle, quand ces industriels, alors ces capitaines industriels français ont des problèmes, c'est la présidence française, c'est le Quai d'Orsay qui sont les premiers appelés les pays africains concernés pour dire que qu'est-ce qui ne va pas. Commençons avec l'or. 4e réserve d'eau à l'échelle internationale. 2346 tonnes derrière les pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, la France. Aucun site d'exploitation et de production d'eau sur son sol. Aucun. 4e réserve. Au même instant, le Mali qui a une production de 60 tonnes d'or.
Pas de réserve d'eau à l'échelle 70. internationale. 70 qui est monté. Oui. Pas de réserve d'eau à l'échelle internationale. Lorsque la France prend au Mali, se retrouve en France, qui permet justement de payer les bêtises qu'ils appellent à l'occupation familiale. C'est-à-dire que vous voyez un kidam, un zéro, un imbécile qui est allé à l'école, qui ne veut pas travailler, qui reste à la maison. Un paresseux, qui ne veut pas Mais travailler. un État paresseux. Il reste à la maison, il a 800 € le mois. Le 800 € là sort d'où? Ça sort de cet or qui sort de l'Afrique, qui sort du Mali et qui alimente les caisses françaises. Et sans oublier l'uranium. Non, je commence avec l'or. Après l'or, vous avez Total. Le pétrole, monsieur Ngoz. Vraiment, il y a un langage ici chez nous, quand ça te dépasse, on dit bebela. C'est-à-dire que tu es dépassé. C'est-à-dire que tu es dépassé. C'est-à-dire que, voilà Total. La France fait partie des pays exportateurs, bebela, exportateurs de l'or et du pétrole à l'échelle internationale. Ça veut dire que c'est un peu comme... C'est ça si on comprend le thème. Ça veut dire que je produis, je peux vendre à qui je veux. Un peu comme l'Arabie Saoudite. La France est exportateur à travers Total. Mais je ne sais Deuxième pas. exportateur de la banane qui est camerounaise. Je n'arrive là-bas, monsieur. J'arrive, je commence à... Je continue. Je suis sur le pétrole avec Total. Donnez-moi un site. Donnez-moi une zone d'exploitation du pétrole en France. Ça sort d'où? Du Gabon. Du Tchad. Du Cameroun. Exportateur de pétrole, ça ne dérange personne. L'uranium, anti. Voilà Oreno, ou c'est Areno, je m'en fous même du nom, ça ne me sert à rien. Voilà Oreno, qui est deuxième producteur. Mondial. Producteur, monsieur Ngoz, écoutez les thèmes. On a parlé tout à l'heure d'exportateurs, parce que la France fait partie de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole au monde, parmi lesquels il y a l'Arabie Saoudite, il y a ils sont nombreux dans les pays africains. Le Gabon même est là-dedans. Le Gabon est dedans. Mais ce sont des présences figuratives. Parce que le pétrole du Gabon et des autres, là, c'est la France qui a le monopole dessus. Donc, la France également fait partie des pays là. Exportateur. Mais n'a aucune production sur son sol. Uranium, producteur. Deuxième producteur à l'échelle internationale. J'ai dit deuxième producteur à l'échelle internationale. Deuxième. C'est la France qui fixe le prix de l'uranium nigérian. Et c'est la fax, pas seulement. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. On donne des gros titres un peu, ça ne dérange personne. La banane plantain, ici au Cameroun, à Penja. Banane mûre. À Penja, ce qu'on vend sur le marché là, ce sont les résidus, les déchets de banane. Sinon les bons là. Lequel on fait le tapis banane? Oui, ce que nous mangeons la banane malaxée à la maison avec. Bon, ce sont les déchets. Le bon même, on en paquette. Et reconditionné à Marseille. Paris. C'est la banane française. Paris. Au même instant, ça ne dérange personne. Personne. C'est pas possible. Dans l'uranium que la France exploite au Niger, la France ne reverse que 5,5% à l'État nigérien. 5,5%. C'est-à-dire que dans une production qui pèse l'ordre du millier de milliards. Parce que, des milliers de milliards. Parce que dans les dernières statistiques que j'ai eu à faire, le documentaire de France 5 vous parle de 2500 tonnes. Mais à l'heure où je vous parle, c'est beaucoup plus. On a pratiquement une production de 43 000 tonnes. Parce que la production s'est multipliée du fait de la demande. On a 130 000 tonnes d'uranium par an. Merci. 130 000 tonnes. Mais maintenant, essayez de faire un calcul rapide et multiplier par le quota estimé à la bourse de Washington. Vous verrez que rien qu'avec l'exploitation... Vous nous avez dit qu'une tonne, c'est 128 millions d'euros. Ouais. Essayez de faire les calculs. Parce qu'il faut que les gens nous suivent. Si vous faites le calcul, vous comprenez que rien qu'avec l'exploitation de l'uranium, le Niger se développe. On n'a pas besoin d'aller chercher autre chose ailleurs. Rien qu'avec l'uranium du Niger. C'est-à-dire que si l'entreprise, l'État français qui exploite cet uranium-là, ne versait que 50%, c'est-à-dire que, allons même dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire ne versait que 50% de l'exploitation de l'uranium, le Niger serait développé. Serait plus que Dubaï. Le Niger serait plus que Dubaï. Parce qu'on a souvent du mal à comprendre. Qu'est-ce qui a développé Dubaï aujourd'hui? L'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe Persique. Qu'est-ce qui a développé ces monarchies persiques? C'est les ressources naturelles. C'est le pétrole. C'est à travers la société Aramco qui, justement, à chaque fois qu'ils exploitaient le pétrole de ces monarchies du Golfe Persique, reversaient, parce que tenez-vous tranquille, reversaient à peine 50%, à peine, j'ai bien dit à peine 50%
à ces monarchies-là. Mais dans le à peine 50%, on voit ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils sont aujourd'hui. Je vous laisse donc comprendre ce qu'on peut verser à la part de l'Afrique pour que nous continuions à être ce que nous soyons aujourd'hui. Puisque le Gabon qui a ce pétrole, la Guinée équatoriale qui a quand même un semblant, parce que même là ce n'est pas toujours ça. Ce pays devait être l'Eldorado. On dit mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. C'est pas comparer la Guinée équatoriale avec l'Arabie Saoudite où il y a pratiquement la même production annuelle, c'est zéro. Le Gabon où vous avez une base militaire française, où les militaires vont en boîte de nuit avec les armes, la France continue à exploiter. Allez voir ce qu'ils ont fait ici à l'est du Cameroun avec la forêt. On sort le bois là-bas, on sort de l'argent. Mais allez voir à quoi ressemblent les routes là-bas. Allez voir à quoi ressemble la ville de Bertois. Il n'y a pas d'électricité. On a... Derrière tout ça, on va quand même venir nous sortir des leçons de droits de l'homme. Vous avez des organisations internationales qui vont venir nous sortir les problèmes de droits de l'homme, le respect de la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'on est fiers lorsque on a l'impression qu'on va apporter un son divergent à l'intoxication qu'il veut donner au peuple français. On va dire non, on ferme l'Union européenne, on ferme Rouchet-Tudé, on ferme Pouchnik. Mais lorsque vous avez la réciprocité avec le Mali, et la raison c'était quoi? La propagande. Mais lorsque le Mali également, sur le même motif de propagande, ferme RFI et France 24, l'Union européenne vous dit c'est inadmissible, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Mais bon Dieu, vous vous foutez même de qui? On est dans c'est-à-dire, est-ce que nos dirigeants aujourd'hui prennent la mesure de ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale? Est-ce qu'ils prennent la mesure des problèmes que vivent les États africains? Est-ce qu'ils prennent le Niger? Statistique 2016 du milieu de la Banque mondiale, 187e pays le plus pauvre sur 188. 187e pays le plus pauvre au monde sur 188. Et vous avez un pays qui exploite un minerai capable de développer le pays sans que ça ne meuve personne. Merci, Charlie Kenyé. Je termine encore. On a que 8 minutes pour sortir de là. Parce que le jeu trouble dans ce qui est en train de se faire, oui, c'est justement le cooptage de l'élite politique et intellectuelle à la tête de nos États par les mécanismes de la France-Afrique. Parce que Mamadou Issoufou était un employé de Renault. Vous comprenez que c'est à travers des assises nocturnes, on a donc dit que bon, toi là tu nous as bien servi ici, on voudrait donc que tu continues à bien nous servir à la tête de l'État. Et on a masqué des élections. Ce monsieur est arrivé au pouvoir, il a fini d'exploiter, de tuer le peuple nigérien. On a encore dit que c'est un exemple de démocratie parce qu'il a pris sa chaise à travers des mécanismes électoraux que nous ne maîtrisons pas. On l'a donné à un certain Bazou. On a dit waouh, c'est un exemple de démocratie. Et le gars continue à perpétrer ce que celui qui avait fait avant, son prédécesseur faisait avant lui. Et c'est le peuple nigérien qui souffre. Vraiment, 2 leçons de morale selon moi à retenir. 2. La première, c'est que nous devons domestiquer la science. Et cela passe par quoi? Par l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ayez toutes les richesses que vous avez sur votre sol. On a l'or, on a le diamant, on a la bauxite, on a le manganèse, on a le pétrole, on a toutes les richesses. Permettez, je vous coupe la parole, je voudrais insister sur le fait que le taux d'alphabétisation au Niger est l'un des plus bas en Afrique. Moins de dans le monde. Donc, j'étais en train de dire... Je termine. Terminé vraiment. Première des choses, nous devons domestiquer la science. Parce que soyez riches comme vous voulez, avec toutes les richesses que nous avons, nous allons rester pauvres. Pourquoi? Tant que nous n'allons pas utiliser l'éducation comme tremplin pour transformer ce que nous avons comme richesse. L'éducation, nous devons réellement revoir les programmes d'enseignement dans nos États. Parce que c'est la foutaise ce que nous enseignons à nos enfants. C'est des conneries, ça n'a pas de sens. Deuxième des choses, redéfinir le modèle de gouvernance que nous voulons en Afrique. Parce que ce que nous avons vendu jusqu'aujourd'hui, qui porte les présidents, qui de Issoufou à Bazoum, on nous parle de démocratie alors qu'on a seulement fait un changement de chaise. Et on nous parle d'exemple de démocratie. C'est de la boîte. Nous devons redéfinir le modèle de gouvernance en Afrique et nous devons dompter l'éducation qui nous permettront justement de dompter la science et de transformer ce que nous avons comme matière première. André Kissel-Fanga, je vous vois un peu déçu, dépité ce matin. Vous avez le mot de fin. Ben, écoutez, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Je vais vous prendre l'exemple de Bolloré. Dès qu'on a enlevé Bolloré à la gestion du terminal à conteneurs, toutes les sociétés de Bolloré ont commencé à faire faillite. Allez vérifier. Hein. Dès qu'on a enlevé la gestion du terminal à conteneurs au port autonome de Douala à Bolloré, la plupart des sociétés de Bolloré ont commencé à faire faillite. Mais il faut également préciser qu'en partant, Bolloré a saboté le système informatique et tout le matériel roulant et tout le reste, il a saboté. Voilà. Il y a une jeune fille qui allait se cacher à Bafoussam. Je ne veux pas citer son nom.
Avec ce logiciel-là et tout. On l'avait même promis qu'on va l'envoyer à Abidjan. C'est une autre page. Quand nous le disons, c'est le comportement de la France. Quand vous dites que non, est-ce que la France ne peut pas reverser tant nombre quand telle chose? Non. La France est une malédiction. Et vous ne pouvez pas demander à quelque chose qui est maudit de produire la bénédiction. Est-ce que vous me suivez, Jocelyn Goss? On vous suit parfaitement. Est-ce que les Africains me suivent? La France est une malédiction. Donc tout ce que la France touche est maudit. Donc vous ne pouvez pas demander à un État maudit qui a à son essence la malédiction, qui ne peut que la malédiction de produire une bénédiction. Donc quand nous regardons ça aujourd'hui, la preuve en est, ils ont dit que on va reproduire le deuxième pari au Niger, non? Voilà le deuxième pari. Ils ont dit qu'ils vont apporter la démocratie en Libye, non? Voilà la démocratie en Libye. Donc, regardez la reproduction de la France, hein? Ça c'est la reproduction. Ils ont dit qu'ils vont apporter la liberté en Côte d'Ivoire, le développement. Voilà le développement qu'on a en Côte d'Ivoire, non? Où on coupe les têtes des gens pour les affaires politiques et on joue au ballon avec. Voilà la démocratie française. Voilà le système français. Quand on parle de la France, les Guinéens viennent nous donner des leçons. Quelqu'un qui se balade en culotte, un responsable qui se balade en culotte, diplomate de son État. Donc quand on parle des choses, il ne faut pas que des gens nous énervent. Ce matin, je suis révolté dans mon esprit, dans mon âme, en disant aux Africains, mais qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a enterrés dans quelle boîte? On nous a mis dans quel système qu'on ne peut pas sortir? Est-ce qu'on va continuer à rester dans cette malédiction, avec cette malédiction? Parce que même la langue que je parle est une malédiction. Donc au fur et à mesure, le billet de CFA que j'ai dans ma poche là est une malédiction. Parce que quand c'est tous ces éléments-là qui sont des éléments de malédiction, parce que c'est inadmissible et impensable qu'on soit au XXIe siècle et on continue à être soumis à la France, soumis à la malédiction, à suivre le diktat de cette société pourrie. Oh non, oh je m'en vais en France. Oh, je vais en France. Je vais à Paris. Champs-Élysées? Je m'en vais aux Champs-Élysées. Mais c'est incroyable qu'un Africain de la zone francophone soit encore en train de rêver qu'il va en France. Je vais à Paris. Et plus grave, il y a le club, Fan Club Paris. Fan Club Marseille, Fan Club Saint-Étienne, Fan Club, c'est une aberration. Mais j'ai dit, hein, on nous a fait quoi? Est-ce que comme on a eu le contact avec la malédiction, nous aussi, on a capté cette malédiction et la malédiction est calée dans nos têtes? Merci André Guissel Fanga, c'est terminé ce matin. Libérons-nous. S'il faut la délivrance, appelez les pasteurs, les prêtres, les exorcistes, même si, pourquoi on apporte la délivrance? Merci. Quand un pays comme le Niger souffre comme ça, alors qu'elle peut être plus que Dubaï. Parce que l'uranium, c'est l'une des ressources les plus prisées au monde. Parce que l'industrie nucléaire ne peut pas fonctionner sans l'uranium. L'industrie elle-même, parce qu'elle fait tourner l'aéronautique, ne peut pas fonctionner sans l'uranium. Tous ces différents éléments de développement ne peuvent pas fonctionner sans l'uranium. Et ce n'est pas seulement l'uranium qui est au Niger. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Il y a le charbon. Il y a le phosphate, il y a plein d'autres ressources, il y a même de l'or. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'Orano n'exploite pas seulement l'uranium, mais au travers de ça, exploite l'or. C'est la même chose avec le Mali. La France exploite le Mali, l'or au Mali. Ils oublient qu'il y a aussi l'uranium au Mali. Merci André Guissel Fanga d'avoir été là ce matin. Je sais que vous êtes assez énervé ce matin, mais c'est ça aussi d'Ibier ce matin. Il faudrait que nous donnions le meilleur de l'information. Merci à vous, Charlie, qui on a mis les ce organes. matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, Albert Anatola, ici d'avoir été là ce matin. Vous avez donné la première de cette information-là. Les autorités maliennes nous accordent l'honneur de nous suivre chaque matin. Oui. Et ils savent que nous sommes toujours en avance sur les événements. Que le président Assimi Goïta n'aille pas à la CEDEAO. Le Mali est suspendu à la CEDEAO. Point. Le Mali est suspendu à la CEDEAO, point. Et vous devez le savoir également. On sait également que Amina Fofana nous regarde tous les matins. Et tous les députés de l'Assemblée nationale, le président élu
de la République du Mali, nous vous demandons Son de ne pas Excellence mettre Assimi Goïta. les pieds du côté de la CEDEAO. Surtout pas le faire. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui étiez devant vos petits grands écrans. Merci à Mama Sani qui nous regarde depuis le Niger, à Niamey précisément. Merci à vous tous qui étiez du côté du Mali et ceux qui étaient également sur notre page Facebook d'IBS TV. Il y a également un fan club du côté du Tchad qui m'a écrit hier. À tout ce fan club qui nous regarde tous les matins, merci de nous regarder. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver, s'il plaît à Dieu, demain. Passez une agréable journée.